Eh bien bonjour, de nouveau nous sommes toujours en direct du Festival interculturel du Conte de Chiny et j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Dragan et Pierre-Henri Gougaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors c'est vraiment un honneur de vous avoir avec vous de nouveau. Non, n'exagérez pas quand même. Je préférais que ce soit un plaisir, non? C'est un plaisir bon. aussi, mais de vous revoir surtout, puisqu'on a eu effectivement le plaisir aussi de vous avoir déjà ici dans les années 90 pour l'ouverture du Festival du Conte. Donc vous étiez déjà à la tête d'affiche à l'époque. Est-ce que vous voyez une différence déjà entre les années 90 et maintenant? Oui, évidemment. Tout a bougé, tout a évolué, le conte aussi, le festival aussi. J'ai peu de souvenirs de ce premier rendez-vous avec le festival de Chiny, mais j'en ai gardé un souvenir assez agréable pour avoir envie de revenir. Alors quand on m'a invité, j'ai pas hésité une seconde. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Henri Gougaud, il faut savoir quand même que vous êtes écrivain, conteur, réalisateur, que vous écrivez des chanteurs, vous écrivez des chansons. J'ai écrit des chansons dans une autre vie, mais dans une autre vie. Ce n'est plus mon activité principale. Et vous comptez ici à Chiny avec un spectacle que j'ai vu hier et que Dragan a également vu, qui aura quelques questions à propos du spectacle dans peu de temps. Mais moi, ce que je voudrais, avant de parler de votre spectacle, c'est de parler de vous un petit peu en général. Que pouvez-vous me dire? Ah, c'est moi qui dois parler de moi. Ah oui, ce serait bien. Oh là. Oui, comme ça, on ne se trompe pas, on ne dit pas de bêtises. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous pourriez nous parler de ce que vous faites maintenant, de ce que vous avez fait dans le passé, les livres que vous avez écrits. Voilà, de ce que j'ai fait dans le passé. J'ai commencé dans ma vie, disons que vers l'adolescence, je lisais beaucoup de poésie, je voulais être poète. C'était mon ambition. Et quand mes parents m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Je leur ai dit « Moi, je veux être poète. » Et puis ils m'ont dit « D'accord, mais à part ça ?» Et je leur ai dit « À part ça, rien. » Voilà. Puis les choses ont fait que j'ai écrit des textes de chansons, des poèmes. J'ai eu une guitare à la Noël de mes 17 ans, je crois. J'ai appris à gratter la guitare. J'ai écrit des chansons. Puis, bon, je suis monté à Paris, comme on dit, puisque je vivais dans le Midi, à Carcassonne. D'accord. J'ai fait des études de lettres. Je suis monté à Paris. J'ai chanté mes chansons sur la rive gauche, dans les cabarets de la rive gauche, à l'époque de Barbara, de Ferrat, de ces gens-là. Pour qui vous avez écrit d'ailleurs? Pour qui j'ai écrit des chansons, oui. Et puis voilà, puis les hasards de la vie ont fait que j'ai fait de la radio. J'ai fait 10 ans de radio à France Inter où je racontais des histoires. Moi, j'étais pas convaincu que ça intéressait les gens, mais il s'est trouvé que ça intéressait les gens. Donc voilà, j'ai fait ça pendant une assez longue période, une dizaine d'années. Puis j'ai voulu m'arrêter pour ne plus faire qu'écrire, parce que j'avais l'ambition d'écrire. Et puis j'avais une vieille passion depuis mes années d'étudiant pour ce qu'on appelait autrefois le folklore, qu'on appelle aujourd'hui la littérature orale, les histoires que les gens se racontent comme ça. Une grande passion pour ce qu'on a appelé aussi la littérature des illettrés, puisque c'était les paysans, les gens sans instruction, qui se racontaient ces histoires. Et c'est avéré, enfin j'ai découvert qu'il y avait là une forme littéraire, une puissance littéraire insoupçonnée parce que c'était l'époque où l'histoire de France, puisque je suis français, l'histoire de France se résumait à l'histoire de ses rois, de ses maîtres, des gens de pouvoir. Or, les gens qui racontaient ces histoires orales
n'avaient pas d'instruction, ils ne savaient ni lire ni écrire, ils étaient donc négligeables et on les a donc négligés. Mais enfin, jusqu'au 19e siècle où on a redécouvert tout ça. Et voilà, et je me suis mis à... Vous en avez fait des histoires vous en avez parlé de ces rois aussi? Non, ça ne vous a pas... C'est pas l'histoire qui m'intéresse. L'histoire des rois ne m'intéresse pas. L'histoire des gens, oui. L'histoire des rois, non. Donc voilà, bon, j'ai écrit beaucoup de livres. J'ai dû écrire... je sais pas, des livres de contes. Des livres pour les enfants. Non, pas pour les enfants. Il n'y a pas eu jamais. Enfants non, parce que peut-être on en parlera, mais je pense, et je suis pas le seul à penser, que ce qu'on appelle la littérature orale, les contes, les légendes, c'est pas de la littérature pour les enfants. C'est de la littérature que les enfants aussi peuvent aborder, peuvent comprendre. Mais ce n'est pas de la littérature enfantine. Là aussi, il y a eu une sorte de malentendu, puisque c'était la littérature des ignorants. C'était une sous-littérature. Puis les hommes ont appris à lire avant les femmes, donc les contes sont devenus des histoires de bonnes femmes. Puis les femmes ont appris à lire après les hommes, et donc on les a laissés à la jouissance de ce qui restait d'ignorants, c'est-à-dire les enfants. Mais il y a de nombreuses traditions orales, en Afrique en particulier, où on envoie les enfants au lit avant de raconter des histoires. Justement, contes traditionnels, c'est ce que vous faites. Voilà, ouais, moi j'ai le désir, l'ambition de servir cette littérature-là qui vient de la nuit des temps et qui va vers l'autre nuit des temps, probablement. Alors, on va parler de vos spectacles qu'on a adorés, hein, tous. Le public était debout à la fin de vos spectacles. Et je pense que Dragan a quelques questions à vous poser par rapport à votre spectacle. Est-ce qu'on peut juste dire conte traditionnel un peu coquin ? Oui, bon, si vous voulez. C'est-à-dire que ces contes-là font partie de la tradition orale. Mais justement, comme... on s'imagine, on croit, on veut laisser croire que les contes, c'est la littérature enfantine. Toute cette partie de la tradition orale qui parle de l'amour entre les gens, qui parle de sexe, qui parle d'érotisme, qui parle de plaisir, avait été laissée de côté. Mais elle existe depuis toujours, cette partie-là. Donc j'ai pris vraiment un grand plaisir à explorer cette partie de la tradition orale qui était restée négligée. Merci, bonjour monsieur, c'est un plaisir de vous recevoir. Et moi j'ai regardé votre spectacle et en fait au début vous racontez, j'ai regardé Beau Désir, et au début du spectacle on voit que vous parlez de la mythologie, des histoires de la création du monde, notamment l'histoire du jeu de la séduction entre l'homme et la femme. Et on voit que la femme commence, mais c'est l'homme qui s'y fait prendre. Ouais. Et moi, au fur et à mesure du spectacle, j'ai compris dans les histoires que après vous avez racontées que cette histoire, elle n'était pas là par hasard, et que c'était vraiment une mentalité, enfin pas une mentalité, mais une idée qui était retransmise à chaque fois dans les autres histoires que vous nous avez racontées. C'est-à-dire, vous faites allusion au conte des feuilles sèches, oui. C'est ça. C'est un conte africain. C'est un conte qui a été recueilli en Afrique de l'Ouest par une ethnologue qui s'appelle Suzanne Lallemand et que j'ai repris. Il y a, alors justement, selon les traditions, la relation entre les hommes et les femmes est toujours diversement explorée. C'est-à-dire que, oui, c'est l'homme qui doit faire le premier pas dans la relation avec les hommes et les femmes. C'est ce qu'on dit, c'est ce que, puisqu'il faut hiérarchiser les choses, c'est l'homme propose et la femme dispose, c'est comme ça. Mais les contes, les gens disent, c'est peut-être plus compliqué que ça.
c'est pas si simple. Les contes ne disent pas des choses simples, des choses évidentes. Ils vont chercher dans les profondeurs de la psyché humaine, parfois, des choses un peu cachées. C'est-à-dire que chez qui naît le désir le premier? Est-ce que c'est chez l'homme? Est-ce que c'est chez la femme? Ça reste un suspens, ça reste un mystère, probablement les deux. Enfin, il y a quelque chose d'une relation, on ne sait pas qui commence, quoi. Voilà, les contes disent ça, je trouve qu'ils ont raison de dire ça. Voilà. Alors, selon les traditions, selon les périodes, selon les gens, on penche d'un côté ou de l'autre, enfin bon, mais voilà. Et moi, dans votre spectacle, c'est un spectacle qui parle surtout d'érotisme, de contes un peu érotiques. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'en 1 heure de spectacle, vous n'avez jamais prononcé une seule fois des mots typiquement coquins. À chaque fois, vous allez dans la poésie, dans l'art du verbe et des mots. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et c'est justement ce que je trouve qui vous distingue des autres conteurs. C'est que vous arrivez à faire passer un message, mais avec des mots qui n'ont rien à voir avec le message en tant que Écoutez, tel. vous êtes gentil, mais c'est quand même ce qu'on appelle l'art du conteur. Moi, j'anime des ateliers en Belgique et en France. Et j'invite mes élèves à travailler sur ces contes-là, parce que justement, comment dire les choses de la manière la plus juste, la plus claire, et en même temps la plus parlante, la plus vraie, quoi. C'est tout l'art du conteur. Il y a une affaire de langage, de niveau de langue, comme on dit dans notre métier. Qu'est-ce qui différencie une vulgaire histoire de cul, pour dire les choses, d'un conte érotique? C'est la manière dont on le raconte. Et la manière dont on le raconte, c'est la définition même de l'art du conteur. Oui, et vous êtes vraiment très doué à cet exercice-là, parce que c'est vrai que vous avez des mots qui sont sortis, qui sont venus vraiment, qui touchent vraiment l'auditeur. Mais on touche quand même, en explorant ce registre-là, on touche quand même à l'essentiel de la vie des gens. Hein. Parce qu'on a beau dire, on a beau faire, c'est pas le métier qui fait l'essentiel de la vie des gens, c'est pas la politique, c'est pas, je sais pas, enfin bon, si, quand il y a des guerres quelque part. Mais c'est ce qui fait l'essentiel de la vie des gens, c'est leur relation avec l'autre. Et l'autre, par excellence, pour une femme, c'est l'homme, et pour un homme, c'est une femme. Donc ça, c'était le spectacle Beau Regard qui avait lieu hier. Beau Désir. Beau Désir, pardon. Ce soir, un autre spectacle. Oui, avec des contes plus comment dire, plus traditionnels, parce que les contes de Beau Désir, c'est des contes assez archaïques, assez lointains, assez vieux, que je suis allé dénicher parfois dans des recoins de livres. Les contes que je vais raconter ce soir sont plus, comment dire, traditionnels. Parlent d'amour, parce que je crois que les contes ne parlent que de ça, finalement. Parlent d'amour, mais de manière plus, comment dire, plus sentimentale que charnelle. Voilà. Peut-on dire que vous êtes un grand romantique? Ça veut dire quoi, un grand romantique? Parce que pour moi, le romantisme... Comment l'entendez-vous? Le romantisme, c'est une école littéraire du 19e siècle qu'a illustré Victor Hugo. Je ne me comparerai pas à Victor Hugo, ni à Musset, ni à Lamartine. Bon, alors, romantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suppose, ça veut dire que dans la relation entre les hommes et les femmes, la séduction, la parole a parfois plus d'importance que la relation brute. Si vous voulez dire
par là que dans ma relation avec les femmes, je n'ai jamais été une sorte de soudard ou de hussard, c'est vrai. Je préfère des rapports plus heureux, plus joyeux, enfin voilà, je n'ai jamais violé une femme. C'est très bien. Et justement, moi ce que j'ai remarqué aussi de vos contes, c'est que à des moments où on arrive près de la fin du suspense dans un conte ou quoi, vous faites toujours une petite phrase à côté qui met les choses au clair. Vous dites les choses clairement dans votre conte. Par exemple, hier vous avez dit la femme, c'était un exemple, la femme sent à l'homme arriver, et vous avez dit, je sais plus, une phrase du type on sait tous ce qu'elle veut. Et c'est cette manière de dire clairement les choses que moi j'aime chez vous, et que justement c'est pas le reflet de votre personnalité et de votre vie que vous mettez dans vos contes à être toujours clair. Ah ben oui, j'essaie d'être clair, parce que finalement je crois que raconter des histoires, raconter des contes, ça a quelque chose à voir avec le cinéma. On n'explique pas des situations, on raconte, on évoque des images. J'espère que de la soirée d'hier, vous est resté pas seulement des mots, mais aussi des images. Bien sûr. Voilà. Et l'imaginaire aussi. Voilà, beaucoup d'idées pour l'imaginaire. La clarté, ça consiste à faire en sorte que l'auditeur du conte fasse le moins d'efforts possible pour entendre ce qu'on lui dit. Voilà, ça aussi, ça fait partie du travail du conteur, sinon de l'art du conteur, de rendre les choses claires, évidentes, facilement nourricières. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence, c'est vrai, par rapport à certains autres conteurs qui parfois cherchent différentes je ne sais pas, voilà, les autres conteurs, chacun fait avec ce qu'il est, avec ce qu'il sait faire. Voilà. Oui. Moi, je crois, et c'est ce qui fait que j'aime en général les conteurs, c'est que il y a toujours dans la manière de raconter, qu'on le fasse habilement ou maladroitement, il y a toujours ce désir de toucher l'autre, les personnes qu'on a en face de soi. Quand on écrit des livres, c'est radicalement différent. On est seul face à sa feuille de papier, on ne sait pas à qui on parle. On ne sait pas à qui on peut fantasmer un lecteur ou une lectrice comme ça, mais enfin, en réalité, on parle, mais on ne sait pas à qui. Tandis que quand on raconte, on a les gens en face de soi. Oui. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui circule entre les gens et celui qui raconte. Et je crois que tous les conteurs savent faire ça. Un petit peu comme au théâtre. Parler de ça ce matin. Oui, sauf que le théâtre propose une même image pour tout le monde, alors que les conteurs proposent autant de films, autant de pièces de théâtre qu'il y a de spectateurs ou d'auditeurs dans la salle. Eh bien, un grand merci. Est-ce que où peut-on vous retrouver après le Festival du Conte de Chigny? Donc ce soir dans votre spectacle, et par la suite Mais par la suite, je vais participer à notre festival le 20-21 juillet à Cucugnan. Ah, génial. À Cucugnan. Là où il y a le curé Il y a là où il y a le curé, en tout cas l'histoire du curé. Ah, mais on croit toujours, à cause d'Alphonse Daudet, que Cucugnan, c'est en Provence. C'est pas en Provence, c'est en Languedoc, c'est dans les Corbières. C'est juste chez moi. Ah, ok, de là où vous êtes originaire. De là où vous êtes. Donc je vais participer à ce festival. Et puis je prendrai des vacances. Et puis comme je suis sur un nouveau roman, je vais me remettre à l'ouvrage au mois de septembre, et pendant un an, je vais disparaître. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop pour la suite par rapport à l'ouvrage? Ah non, pas du tout. Non, ça je ne peux pas en parler. C'est comme vos spectacles, hein, on ne sait pas de quoi on... Mais c'est bien, ça reste toujours la carte blanche qu'on vous laisse. Oui, c'est très bien, on vient découvrir et c'est un vrai bonheur de pouvoir découvrir et d'être surpris et agréablement surpris en général. Voilà. Egon. Un grand merci à vous, Monsieur Gougo.
Ben, merci à vous de m'avoir reçu chez vous. Ce fut un plaisir et on poursuit en musique et on remercie encore Henri Gougaud d'être venu en nos studios. Merci à vous.